Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier épisode des solutions douces pour la protection des côtes. On est ravis une fois encore d'avoir eu beaucoup d'inscrits, de nombreuses personnes qui se sont connectées avec nous. On a cette chance encore une fois aujourd'hui d'avoir d'excellents intervenants. On va apprendre plein de choses et à la fin, on fera une petite synthèse finale par rapport aux trois derniers épisodes. Ravi de vous retrouver. Vous êtes en train de vous connecter les uns et les autres. Donc, c'est parti pour ce dernier épisode, le premier et le deuxième que vous pouvez retrouver sur les réseaux et sur YouTube. C'était donc les concepts, les solutions douces, de quoi est-ce qu'on parle. Le deuxième, c'était des rétex, beaucoup de différentes zones géographiques d'Afrique et de l'océan Indien, de France. Et donc celui d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut répondre au vrai challenge qui est de garantir l'efficacité et la durabilité de toutes ces solutions douces. Comme toujours, vos questions, vous les écrivez pendant que les intervenants interviennent sur la boîte à questions. C'est Chloé qui va les capter, les collecter, les synthétiser et on les posera aux différents intervenants à la fin de chacune de leurs sessions, une ou deux questions à la fin de chacune de leurs sessions. Et à la fin, on aura un panel un peu plus large avec tous les intervenants et on prendra un peu plus de questions pour finir ce webinaire. Comme pour les trois épisodes, une équipe du projet RECOS de la COI avec Anne-Cécile, Elisa et Adèle qui nous ont aidés, et Elisa qui est ici aujourd'hui, Céline, Angélique et Chloé pour le Conservatoire du Littoral et Bellarmin toujours qui s'occupe de l'interprétariat. Je vais essayer de parler d'ailleurs moins vite et plus fort pour lui faciliter la tâche. Et donc moi qui joue à l'animateur. Aujourd'hui, trois intervenants, je vais leur laisser une minute à chacun pour se présenter. Victor, que vous connaissez si vous avez vu les deux précédents épisodes, qui a été le fil rouge, c'était un choix pendant l'ensemble de ces trois webinaires. Patrice Bels du Conservatoire du Littoral qui nous rejoint aujourd'hui. Et Sharon Mériton-Jean qui nous fait aussi le plaisir d'intervenir depuis les Seychelles. Ben, je vais vous demander tous les trois d'ouvrir votre caméra pour qu'on vous voie et vos micros. Et je vais laisser tout de suite la parole à Sharon pour que, en quelques mots, ce soit l'occasion de te présenter et de nous dire qui tu es et pourquoi tu interviens aujourd'hui. Après, ce sera Patrice et puis Victor. Sharon, à toi la parole. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Sharon, je suis journaliste par profession, mais je travaille comme bénévole avec une association, une ONG des Seychelles qui s'appelle TRAS, acronyme TRAS, T-R-A-2-S-A. Le ONG travaille sur la deuxième plus grande île de l'archipel des Seychelles et moi, je suis la personne qui est responsable pour les engagements communautaires pour toutes les activités. Merci beaucoup, Sharon. On te retrouvera dans quelques minutes pour ton intervention. On va passer par Victor avant Patrice. Bonjour à tous. Victor Lechat, donc je travaille à Save Sable Vague Environnement, qui est une association basée à Frontignan dans le sud de la France. Et avec le Conservatoire du littoral Europe et international, nous travaillons sur le déploiement de solutions fondées sur la nature dans les aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Victor. Et pour clôturer cette présentation rapide de nos trois invités, Patrice Bels, avec qui j'ai eu le plaisir de faire quelques missions à l'étranger et qui va témoigner aujourd'hui d'un cas très pratique, très opérationnel qu'il a piloté sur la côte atlantique française. Patrice, je te laisse la parole et puis je te laisserai enchaîner ensuite sur ta présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrice Belge, je suis délégué de rivage et avec au Conservatoire du littoral et avec mon équipe, on a en charge les missions du Conservatoire du littoral, tant sur l'aspect foncier que gestion des espaces naturels, sur trois départements sur la façade atlantique que sont la Charente-Maritime, la Vendée et la Loire-Atlantique. Et j'ai pu participer et animer une démarche que je vais vous présenter sur un site pilote qui s'appelle le Marais de Brouage.
À toi la parole, j'enchaîne tes présentations. Allez, donc je vais vous parler du projet Adapto, qui est un programme LIFE européen qui a été engagé de 2017 à 2022 par le Conservatoire du littoral afin d'explorer les solutions fondées sur la nature face aux effets du changement climatique sur le littoral, en étudiant tout particulièrement en se concentrant sur la gestion souple du trait de côte et qui était une vraie originalité. Alors, cette démarche a été engagée avec le Conservatoire et ses partenaires sur 10 sites pilotes, que ce soit sur la France hexagonale ou outre-mer, et le marais de Brouage, qui est un des sites particulièrement sensibles à la submersion marine et donc à venir au changement climatique avec la montée des eaux, et a fait partie de ce programme. Et on a pu mener une vraie réflexion prospective sur les conséquences de l'élévation du niveau de la mer en fonction de certains scénarios qui prennent en considération à la fois et très localement à la fois les aspects humains, environnementaux, risques hydrosédimentaires, socio-économiques, il y a des activités économiques, de perception sociale aussi de la population et des acteurs locaux, et de gouvernance et de paysage. C'est donc une démarche expérimentale, pluridisciplinaire et participative qui en fait une vraie caractéristique. Alors, un petit peu le contexte très rapidement sur le marais d'Adapto. Donc, c'est ce que vous voyez là à l'écran, ce grand marais là paysager. Donc, c'est un marais qui représente environ 14 000 hectares et qui a déjà subi de nombreuses conséquences suite à des événements exceptionnels en France, et tout particulièrement la tempête Xynthia en 1999, la tempête Martin, pardon, 99, en 2010, la tempête Xynthia qui a frappé très durement la France et qui a créé des dégâts, des brèches avec de l'eau qui est submergée. Au fur et à mesure, on a essayé d'entretenir cette brèche de premier rang. C'est là où vous avez la petite étoile rouge, cette brèche qui faisait rentrer toute l'eau marine. Mais on s'apercevait que c'était de plus en plus cher, qu'on avait de moins en moins les moyens techniques d'entretenir ce territoire grâce à une digue de premier rang, alors que historiquement, c'était de la poldérisation. Et donc, on a imaginé une vraie réflexion à travers ce projet Adapto en disant, et si on imaginait d'autres solutions, d'autres euh, face à un enjeu de changement climatique sur un territoire qui n'a pas beaucoup d'enjeux humains, hein. C'est avant tout un espace naturel. Dans la diapo suivante, une petite photo qui vous présente un petit peu le territoire lui-même. Sur cette photo, vous voyez la mer à droite. Au premier rang, vous avez une réserve nationale de Moise-Oléron. Et puis derrière, on peut voir en arrière-plan, sur la gauche, des terrains cultivés en céréaliculture, de la culture intensive et monoculture, et puis d'autres agricoles, d'autres activités qu'on ne voit pas là en arrière, qui sont de l'élevage, mais aussi des conchyliculteurs. Voilà un petit peu j'allais dire la présentation un petit peu générale. Évidemment, je ne vais pas du tout vous présenter en quelques minutes l'ensemble des résultats de 4 années d'études que vous pourrez trouver sur le site internet d'Adapto. Moi, je vais essayer plutôt de me concentrer, de vous développer ce que nous avons pu analyser comme clé de réussite sur ce projet de territoire, un petit peu les grands enseignements. Et le premier renseignement et la première chose qu'on a pu développer, c'est l'entrée paysagère. En fait, l'entrée paysagère, c'est un véritable outil de médiation. Ça permet une entrée sensible par le beau et qui a permis vraiment de fédérer autour de nous euh, une expression des acteurs locaux, que ce soit la population, les élus, un petit peu de les faire rentrer avec leur anecdote du territoire. Et ça change tout parce qu'on est quand même sur un sujet hyper anxiogène. Et plutôt que de montrer des cartes très régaliennes, que devient mon territoire une fois qu'il sera sous l'eau? Qu'est-ce que ça va être dur? Ça va être extrêmement compliqué. Donc, ces façons anxiogènes, et ben là, ça permet d'avoir une vraie approche différente. Et ça a permis aussi d'avoir une approche historique du territoire grâce au paysage et de montrer, par exemple, que l'eau, il y a entre 3000 ans et 6000 ans, elle était déjà présente sur ce territoire. Il y a 300 ans, on pouvait encore faire 1 kilomètre à l'intérieur de terre par les canaux qui étaient complètement en eau. Donc, ça permet de relativiser. Et ça va aussi, surtout,
permettre aussi, dans la même approche, à la fin de l'étude, de pouvoir illustrer la prospective, le territoire de demain à 2050 qu'on a étudié à travers les scénarios avec cette approche-là un petit peu sensible. La deuxième clé qui était intéressante à montrer dans les clés de succès un petit peu de la démarche, c'est, j'allais vous dire, ça peut paraître une évidence, mais ça coûte rien de le rappeler. Avant tout, la concertation et l'aspect de gouvernance. La concertation, c'est fondamental avec l'ensemble des acteurs. Là, on était pendant les années Covid en France et on a réuni ces acteurs locaux tant sur des groupes d'agriculteurs, de chasseurs, de conchiliculteurs, avec des groupes d'élus aussi pour retracer, pour imaginer le territoire de demain. Ça pouvait être aussi de la population locale. Et on avait eu cette chance sur ce territoire, c'est qu'on a un organe de gouvernance qui s'appelle le Parlement des Marais. Et c'est un véritable organe de démocratie participative qui se réunit 1 à 2 fois par an et qui peut permettre d'évoquer des sujets du territoire, du marais de brouage. Et donc, on a pu s'appuyer pleinement pour présenter l'ensemble de nos études et aussi les perspectives et permettre aussi aux gens de s'exprimer, quels qu'ils soient, sur comment eux voyaient l'avenir de leur territoire face au changement climatique, comment il fallait trouver la meilleure solution d'adaptation à ce territoire. Et donc, ça a été vraiment les, les deux, j'allais dire, thématiques qui ont pu enrichir cette démarche. Alors, un petit peu les enseignements, très rapidement, qu'on a pu en tirer à la fin de cette démarche. On avait des acteurs de territoire intensément attachés à leur marée. On a une gouvernance affirmée, je vous l'ai dit, l'entente et le Parlement des marais. Une démarche longue. Alors ça aussi, c'est un facteur clé qu'il faudrait plus développer sur les démarches de prospective, de concertation de territoire. La démarche, le temps long est fondamental et c'est pas encore fini. Bien entendu, c'est aussi une dynamique constructive entre la population, les élus, que ce soit sur les aspects techniques, que ce soit sur les aspects humains de projet de territoire. Et en fait, on est passé un petit peu d'une démarche assez technique au départ. Hein. Oui, le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire? On va le modéliser à une véritable démarche de projet de territoire où on implique la population. Et enfin, pour vous dire que c'est une démarche assez longue, où finalement le projet Adapto a été un peu un catalyseur, une sorte d'incubateur hein, sur les regards portés sur ce territoire. On se dit, et la suite? Et la suite, elle n'est pas encore écrite. C'est la dernière diapositive. La suite, c'est aussi un foncier à imaginer, à mettre en œuvre. Ça, c'est la carte des territoires avec l'eau qui est rentrée dans le territoire. Si on fait passer un petit peu l'ensemble des liens vous allez voir qu'il y a encore une véritable de prospective à mettre en œuvre avec une interrogation où on met la limite de l'eau douce au salé. Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on l'arrête pas? Que vont devenir les activités agricoles? Comment on les accompagne pour les reculer, déplacer ces enjeux? Comment on va adapter le bâti, notamment le bâti de la réserve qui accueille du public, comment il va falloir le reculer et les circulations dans ce territoire, les imaginer demain, là aussi complètement avec une autre prospective. Donc c'est pour vous dire que c'est un projet qui est encore en cours, alors que le projet Adapto, lui, est terminé. Le projet de territoire, lui, il est encore en pleine effervescence et toutes ces questions sont en cours de construction avec notamment les élus territoriaux qui s'en sont pleinement emparés. Voilà un petit peu très rapidement hein, la présentation de cette démarche avec des points clés de réussite. Merci mille fois, Patrice, d'avoir tenu le timing et puis d'avoir été combatif pour nous vendre ce beau projet. Et effectivement, très intéressant. Beaucoup de retours d'expérience, puisque là, on est dans une phase 2 du projet Adapto. Il y a eu une phase 1 qui était, voilà, que tu as présentée, Adapto, et qui est maintenant Adapto Plus. Dans les choses que je retiens de ce que tu as dit, c'est cette notion du temps long, cette notion du territoire, réfléchir un peu plus large. Et par rapport à cette notion de temps long, est-ce que c'est pas justement compliqué d'avoir une approche dans le cadre d'un projet? Un projet, c'est par définition une somme d'argent pendant un temps dédié, et une approche sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait pour passer justement d'un projet à un temps long sur un territoire?
Oui, c'est une vraie dichotomie dans un projet de territoire face au changement climatique, parce que effectivement, il faut que nous voyions ça en prospective sur le temps long, 2050 et plus, pour pouvoir accompagner tous ces changements et d'arriver à l'acceptation du territoire, d'imaginer leur territoire de demain et donc des futurs enjeux. Et en même temps, le temps nous est compté parce que ce qu'on essaye de démontrer, c'est que appliquer des solutions douces de changement climatique et un accompagnement des enjeux, c'est dès à présent qu'il faut, j'allais dire collectivement, et tout particulièrement appuyé par les élus territoriaux, les décisions, elles doivent se prendre maintenant. Et c'est ça qui est un peu cette dichotomie de décisions à prendre maintenant pour pouvoir préparer le territoire de demain dans l'avenir et sur un temps long. Merci. Les deux sujets que tu avais abordés, la concertation par le paysage et puis les problématiques de gouvernance. Je commence par le paysage. C'est quelque chose qui est pas, enfin, c'est très culturel, cette notion de paysage. Comment est-ce que les gens arrivent à s'approprier cette problématique de paysage qui est assez vaste, j'allais dire. Et en plus, comment est-ce qu'on peut être sûr d'avoir une prospective paysagère? Il y a tellement de paramètres. Voilà, c'est un peu un paysagiste qui imagine le futur comme ça, ou c'est, voilà, sur quoi ça se base, ces approches paysage? Alors, l'approche paysage, elle a ce pouvoir magique, j'ai envie de dire, sur un sujet où les gens regardent avant tout sur la carte. Oh, il va y avoir l'eau chez moi, je vais être submergé, c'est terrible, comment je vais. Eh bien là, c'est pas du tout ça. Et par ce sensible, en fait, on arrive à faire parler les gens autour d'une table sans qu'ils claquent la porte et qu'ils partent à la première réunion en disant je ne veux pas voir ça, je préfère ne rien voir. Et bien là, ils vont raconter comment eux, les transformations qu'ils ont pu voir dans l'histoire. Ah, moi, je me souviens de mon grand-père. Ils ont tous une anecdote et ils s'approprient pleinement le sujet. Et évidemment, pour après parler prospective, le paysage, en fait, on va faire la continuité, puisqu'on a pu, grâce à l'École nationale du paysage, qui nous a aidés dans cette démarche, de parler de toute l'histoire. Et la prospective, c'est pas une invention, c'est la traduction d'études très scientifiques, notamment de modélisation. Mais au lieu d'avoir une carte avec du rouge, du bleu, très modélisé, voilà la hauteur d'eau qu'il va y avoir, voilà la bathymétrie future, voilà. Eh ben non, non, on essaye de montrer une carte dans laquelle on arrive même à des termes. Ben, comment je vais concevoir le territoire avec de l'eau, comment je vais accueillir cette eau. Et ça change tout. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, hein, ça reste, mais on arrive à apaiser pleinement et on fait une vraie participation des gens grâce à ça. Merci beaucoup. En parlant d'apaiser, il y a notre interprète qui est en train de craquer, puisqu'il semblerait que je ne parle pas assez fort et toi un petit peu vite. Donc, pour la dernière question, de manière apaisée, euh, on vit une époque d'ultra-crépidarianisme. Je place exprès ce mot un peu pédant, mais effectivement qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, où tout le monde se sent compétent dans tout et tout le monde a son avis sur tout. Mais en termes de gouvernance, quand tu dis qu'il faut que les populations s'approprient des problématiques et parfois des sujets très techniques, est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels c'est un peu trop technique et justement toutes les solutions ne se valent pas? Hmm. Alors, ça a été vraiment l'objectif. Pour la première fois, en tout cas sur ce territoire, la Charente-Maritime a été, le département hein, de Charente-Maritime a été extrêmement touché par Xynthia. Et donc la solution trouvée, qui est la solution qu'on trouve un peu partout, c'est, eh ben, on avait déjà des digues, eh ben, on va les construire plus hautes, plus grandes. Et nous, l'objet a été vraiment d'essayer de dire, et si on réfléchissait autrement avec différents scénarios, et on s'est aperçu que sur ces espaces naturels, le fait d'avoir une gestion souple, sans digue, ça allait transformer le paysage, mais que quand on regarde l'analyse coût-bénéfice, aussi économique, mais en biodiversité, en service rendu écosystémique, on a pu, alors grâce à beaucoup de pédagogie, avec de l'appropriation et de la présentation au public, eh ben, leur montrer qu'on pouvait transformer ce paysage sans obligatoirement avoir une vision fixiste avec une grande digue devant, mais qu'on pouvait l'imaginer complètement autrement et que sur du moyen long terme, le territoire serait gagnant.
Donc c'est pas simple, hein, c'est pas évident, mais ça a été tout l'objet. Et là aussi, comme tu dis, on retrouve l'apaisement de ce process de l'acceptation. Merci beaucoup, Patrice. Je vais me permettre, moi, de répondre à une question que nous pose Véronique, parce que ça sera encore plus simple, parce que je ne connais pas du tout le territoire dont elle parle. Elle dit, effectivement, est-ce que c'est bien de travailler sur ces nouvelles approches dans de nouveaux territoires, mais il y a encore des territoires en France, notamment, sur lesquels on applique de vieilles recettes. Je pense que c'est pas toujours très simple. D'abord, on le verra, les solutions douces, on ne peut pas les mettre partout. Il y a des territoires où il n'y a pas la place, où il n'y a pas la possibilité, où techniquement ce n'est pas possible. Donc, je ne connais pas ce cas précis dont Véronique parle, mais voilà, je ne sais pas si une solution douce serait envisageable. Deuxièmement, il faut avoir effectivement là aussi, comme le dit Patrice, ce temps long et cette capacité, y compris financière, et nous, on l'a eu grâce à des financements européens, grâce au projet Adapto, d'avoir ce temps, d'avoir des expertises, des données plus larges, plus complètes et ça, on ne peut pas l'avoir partout, malheureusement. Donc, effectivement, parfois, il y a des vieilles recettes parce que techniquement, on ne peut pas faire autrement ou parce que financièrement, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin, ce que peut nous permettre parfois dans des projets un peu atypiques comme le projet Adapto. Patrice, merci beaucoup. On te laisse en paix, serein, quelques minutes. Rappelle-toi qu'il faut parler lentement pour la prochaine intervention. On se retrouve à la fin pour le petit débat avec tout le monde. Merci beaucoup et on va enchaîner tout de suite avec Sharon, Mériton-Jean, voilà, qui s'est présentée tout à l'heure rapidement. Mais Sharon, je te passe la parole, je te laisse revenir à l'image pour aborder le panorama des solutions douces en milieu tropical que vous avez, vous, à travers votre association, mis en place aux Seychelles dans une logique de continuité du sommet jusqu'au rivage. Et donc, Sharon, à toi la parole. Alors, merci pour cette invitation. Les Seychelles paradisiaques, mais avec des défis écologiques. Mesdames et messieurs, je vous présente mon île, Pralin, est la deuxième plus grande île de l'archipel des Seychelles, mesurant environ 38 km². L'île accueille entre 150 000 à 200 visiteurs chaque année et compte environ 8 000 habitants qui sont séparés en deux districts. Autrefois, on l'appelait l'île de Palme en raison de l'abondance des palmiers, dont le coco de mer, unique au monde, le coco fess. Elle abrite aussi la vallée de Mai, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme vous le voyez sur l'écran, c'est le paradis. Cette île illustre parfaitement la connexion Ridge to Reef, où la santé écologique et la vie communautaire sont étroitement liées. La beauté de Pralin s'accompagne quand même des défis. Diapo suivant. En 2009, près de 40% de l'île avait été touchée par des incendies de forêt, principalement dus à des activités humaines, négligence, agriculture, etc. Il me semble qu'on a perdu la connexion avec Sharon. Est-ce que vous me confirmez que moi, vous m'entendez? Oui, Ouais, donc c'est pas, le problème n'est pas chez moi, c'est au niveau de Sharon. Sharon, est-ce que tu Je nous suis de entends? retour. Alors, Oui, ce je que, vous entends. ce que je te propose, Sharon, si ça ne te dérange pas, malheureusement, de couper ta caméra parce que ça doit utiliser un peu de bande passante et pour optimiser la connexion, si tu peux, voilà, simplement commenter tes slides. Voilà, désolé, on ne te verra pas à l'écran, mais on continuera à t'entendre. Je te redonne la parole. D'accord. Je crois que Vas-y, je t'en prie, je te laisse avancer. on continue. Sharon, tu peux reprendre si tu nous entends.
Sharon. Alors, voilà, je crois que Sharon a été obligée de se déconnecter. Je vais proposer à ce qu'on revienne sur sa présentation une fois qu'elle sera de nouveau connectée pour ne pas perdre de temps. On va passer directement la parole à Victor. On va avancer rapidement sur les slides de Sharon. Ne les regardez pas. Et on va donner la parole à Victor. Merci de prendre le relais à l'improviste. Et on va attendre que Sharon puisse retrouver une connexion plus stable. Victor, pour les enjeux de diagnostic. Voilà, puisque c'est quelque chose qui est assez essentiel dans les clés de réussite, c'est de savoir faire un très bon diagnostic. Et vous, à SAVE, vous avez pas mal bossé là-dessus, vous continuez à bosser là-dessus. C'est intéressant, on travaille ensemble avec vous sur ces dossiers. Victor, à toi. Tout à fait, je te propose de lancer la première diapositive, merci. Effectivement, on le répétera jamais assez, les solutions douces, ce sont des dispositifs qui accompagnent les dynamiques naturelles. Et donc, forcément, pour qu'un dispositif soit performant et efficace sur un site, il faut qu'il soit adapté aux conditions dans lesquelles il évolue. Alors, pour ce faire, moi, là, je vais vous présenter un moyen qu'on utilise pour formuler un diagnostic à partir d'indicateurs qui nous permet de prélever des données et ensuite de proposer un dispositif à mettre en place. Je te propose de passer à la diapositive suivante. Donc, ce premier outil, l'outil dispositif, il utilise deux outils. Le premier outil, c'est QField. Donc, c'est une application sur le téléphone que vous pouvez utiliser pour saisir de la donnée sur le terrain. Et cette donnée sur le terrain, elle est localisée directement. Et en fait, ça vous permet de vous connecter à un logiciel SIG et de saisir de la donnée directement sur le terrain depuis votre téléphone. Alors, pour cela, c'est ce que vous voyez sur l'image à droite. Alors, ce qui est intéressant avec ce dispositif, c'est que vous pouvez le configurer en amont. Ça veut dire que vous allez pouvoir éditer un formulaire de saisie qui est adapté à votre site, mais aussi adapté à la personne qui va saisir des données. Donc, vous pouvez configurer un formulaire adapté pour des personnes, disons, d'un niveau plutôt débutant sur le littoral avec des observations assez simples. Mais vous pouvez aussi aller plus loin et proposer des formulaires qui s'adressent plutôt à des experts expérimentés sur le terrain et qui savent saisir des données un petit peu plus complexes. Par exemple, je vous montre des éléments. Ici, sur l'image, vous avez par exemple des données trait de code que vous avez pu saisir en amont sur votre logiciel et les voir directement sur le terrain. Donc, ça permet de croiser ce que vous faites sur en bureau, sur votre ordinateur, et de retrouver ces données sur le terrain et les adapter, saisir des nouvelles données et des formulaires. Et une fois qu'on a saisi de la donnée terrain, on utilise un autre dispositif qui nous permet d'analyser la donnée qu'on a pu produire. Je te propose de passer à la diapositive. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est une grille d'analyse qui permet d'évaluer les données qu'on a saisies, puisque les données saisies, elles nous permettent d'évaluer la situation, donc les tendances d'évolution, mais aussi la dynamique qui s'inscrit sur le site, son évolution en quelque sorte. Selon le site sur lequel on est, on va se baser sur différents indicateurs. Et des indicateurs, un même indicateur sur différents sites peut nous orienter vers différents dispositifs. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser QField pour saisir de la donnée sur le terrain et ensuite de l'évaluer au retour grâce à une grille d'analyse qui va nous permettre de nous orienter vers le dispositif SFN le plus adapté ou la solution douce qui fonctionnerait le plus sur le site en fonction des données qu'on a saisies. Alors, par exemple, des éléments, des indicateurs que vous pouvez saisir sur le terrain. Quand on fait un diagnostic, on va s'intéresser principalement à trois types d'indicateurs, mais il peut y en avoir d'autres. Le premier type d'indicateur, c'est des données topographiques. Donc, quand vous allez sur un site, sur une plage, vous allez voir le pied de dune, vous allez voir s'il y a des signes d'érosion. Donc ça va être par exemple la présence d'une falaise dunaire. Ça va aussi être par exemple des signes de brèche sur le cordon dunaire ou des signes que le run-up, le déferlement, se fait sur le haut de plage et sur les cordons dunaires.
Donc là, vous avez peut-être des signes d'érosion. Vous pouvez aussi, à l'inverse, regarder des signes d'accrétion. Et là, voir un développement du couvert végétal, avoir des formes littorales qui se construisent sur le pied de dune et qui prolongent la dune côté plage, etc. Vous pouvez aussi vous baser sur des indicateurs écologiques. Je te propose de passer sur la diapositive d'après, Fabrice. Donc là, les indicateurs écologiques, c'est regarder la couverture végétale, par exemple, mais aussi les espèces présentes. Moi, ce que je regarde, par exemple, quand je vais sur un site, c'est est-ce que les espèces qui sont inféodées à certains types de milieux se trouvent sur les milieux sur lesquels on les attend. On a par exemple des espèces de dunes embryonnaires qui vont se développer sur le haut de plage et sur le pied de dune. Si on est sur la présence de dunes embryonnaires sur le haut de plage, sur le pied de dune, ça veut dire peut-être qu'avec des accumulations de sable autour, peut-être qu'on a une dune embryonnaire qui est en train de se former et donc une progression du front dunaire qui se fait vers l'avant et donc une accrétion de la plage. À l'inverse, si je me retrouve avec des espèces de dunes fixées, donc qui sont plutôt à l'arrière des cordons dunaires et qui se retrouvent sur le pied de dune, là je me dis attention, il y a peut-être eu un recul, on est peut-être sur un site qui est en train de reculer. Donc des indicateurs topographiques, des indicateurs écologiques, mais on va aussi pouvoir saisir sur QFIL donc des indicateurs socio-économiques et regarder quels sont les enjeux. Fabrice tout à l'heure parlait de la distance qu'il y avait peut-être entre les enjeux et la ligne de rivage. Ça, c'est autant d'éléments qu'on va utiliser pour comprendre quel dispositif peut être utilisé. Et c'est pour ça qu'on va ensuite noter nos éléments euh, sur le retour terrain. Par exemple, sur des dispositifs de piégeage sédimentaire qui vont permettre de recréer des cordons dunaires, on sait qu'on a besoin d'une distance importante sur la face maritime pour que le vent puisse emporter du sable et le déposer dans nos casiers de ganivelle. Mais on a aussi besoin d'espace pour le cordon dunaire qui puisse évoluer avec peu d'obstacles sur la face continentale, qui vont perturber son évolution. Donc ça, c'est autant d'éléments qu'on va prendre, qu'on va mesurer sur le terrain et évaluer ensuite pour s'orienter vers le dispositif adéquat. Et enfin, le dernier élément, je te propose de passer la dernière diapositive, c'est une fois qu'on a établi un diagnostic avec un ouvrage identifié qu'on va pouvoir mettre sur place, se pose la question de l'entretien et du suivi, qui est là aussi un acteur, enfin, une question primordiale dans l'efficacité et la durabilité du dispositif qu'on met en place. Un dispositif de solution douce, il ne fonctionne pas tout seul. C'est-à-dire que si on le met en place sur un terrain et qu'on le laisse à sa propre évolution, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir des dégradations qui vont, disons, impacter son efficacité sur le temps long. Par contre, si on sait comment répondre, si on sait identifier et répondre à ces besoins d'entretien, ces besoins de suivi, on peut aussi optimiser son efficacité sur le temps long et même réfléchir sur la base d'expérimentation à des améliorations qui peuvent être apportées. Sur les photos du bas, là, vous voyez par exemple un casier de ganivelle classique avec un maillage en forme rectangulaire qui a été mis en place sur la MP de Saint-Louis. Avec le temps, nous nous sommes rendus compte, et les acteurs locaux, en fait, en établissant des suivis, en surveillant le comportement de l'ouvrage dans le temps, ils ont remarqué que en faisant des dispositifs à double écaille, donc c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, avec une rangée et des rangées perpendiculaires qui sont mises de chaque côté, ils avaient un piégeage du sable qui pouvait être plus important sur certains secteurs. Et ça, c'est grâce au suivi qu'ils ont effectué sur ces ouvrages-là et à la mesure d'indicateurs grâce aux outils enfin, qui peuvent être faits par exemple avec les outils que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre ou peut-être des éléments qui peuvent être approfondis. Je suis là pour ça. Eh ben, on va sauter sur l'occasion. Merci Victor. Miari nous pose une première question. Est-ce que dans l'équipe de SAVE, vous avez des gens qui sont dédiés à ces aspects diagnostiques ou est-ce que c'est beaucoup plus justement participatif ou collectif avec les communautés locales, avec les acteurs du territoire, grâce aux outils de diagnostic dont tu as parlé en introduction? Alors pour le moment, le diagnostic, c'est nous qui le faisons. Maintenant, ce type d'outil que je présente, il est justement mis en place pour permettre en fait aux communautés locales ou aux personnes qui sont sur place de pouvoir saisir de la donnée et augmenter en fait leur capacité d'action sur le site. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir saisir de la donnée, saisir plus de données et aussi avoir une capacité d'analyse ensuite
qui leur permettrait à terme de gagner vraiment en autonomie. Donc pour le moment, c'est nous, mais un outil comme ça, à terme, il a vocation à élargir le panel de personnes qui peuvent saisir de la donnée et l'analyser. Parce que là, justement, aujourd'hui, vous êtes dans un stade d'expérimentation de ces outils que vous êtes en train de développer, vous, dans une perspective de pouvoir améliorer, enfin, diffuser l'utilisation. Parce que moi, ce que tu vas présenter, je me sens pas capable de paramétrer Qfield, d'utiliser des choses comme ça. Comment est-ce que vous pensez justement pouvoir diffuser ce type d'outils de diagnostic? Il va falloir former, accompagner les gens à l'utilisation. Oui, c'est ça. En fait, euh, nous, on est obligé aussi d'aller sur place, d'accompagner les personnes en fait sur les sites et regarder quels sont les indicateurs qui seraient importants en fait aussi de récolter. Donc ensuite, nous, on peut proposer en fait un accompagnement sur la configuration de l'outil, sur l'analyse ensuite et l'évaluation des indicateurs qui sont prélevés. Mais donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit. Et effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt en phase d'expérimentation, dans l'idée d'essayer d'optimiser le temps sur place, en quelque sorte, des agents. Merci. Avant de prendre une question de Mohamed Abdou, qui était avec nous la semaine dernière, qui a présenté des exemples très, très intéressants sur les Comores, euh, tu parlais d'une grille d'analyse. Cette grille d'analyse, est-ce qu'elle est la même pour l'ensemble des sites ou est-ce que c'est une grille d'analyse que justement vous devez, vous en tant qu'expert, configurer en fonction de chaque territoire? Elle est à configurer là aussi, en fonction des territoires. C'est ce que j'essayais d'expliquer un petit peu pendant la présentation. C'est en fonction des sites, et c'est un petit peu ce qu'on avait abordé aussi d'ailleurs dans le premier webinaire. On voit bien qu'on a des sites qui peuvent présenter des particularités similaires, mais qui fonctionnent différemment, et pour lesquels la saisie d'indicateurs va être différente, mais aussi l'analyse des indicateurs va être différente. Et forcément, ça va conditionner le dispositif qui peut être mis en place. Donc, c'est toute une chaîne d'éléments à prendre en compte lorsqu'on déploie ce genre d'outils. Donc oui, il y a une configuration aussi sur la grille d'analyse. Merci beaucoup. Une dernière question et après je repasserai la parole à Sharon en espérant que la connexion sera plus stable. Donc Mohamed Abdou qui nous dit il y a des territoires, notamment dans l'océan Indien, où on manque de données historiques. Comment justement on peut s'assurer d'avoir une analyse intéressante qui s'inscrive dans l'histoire d'un territoire sans avoir justement le retour des années précédentes ou des siècles précédents, puisque justement on manque d'informations. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand on n'a pas de données historiques, forcément, la seule chose que je peux voir, c'est vraiment d'essayer déjà de commencer à suivre des indicateurs, de se construire en fait une base de données à partir de ce qu'on peut observer et de ce qu'on voit sur le site actuel. Et ensuite aussi d'expérimenter des dispositifs et regarder un petit peu ce qui peut fonctionner, comment se comporte, disons, un dispositif ou ce que comporte en fait tout simplement les indicateurs qu'on suit au niveau de la plage. Est-ce qu'on note peut-être de mois en mois ou une année sur l'autre des évolutions, une tendance qui s'inscrit et ensuite essayer de la vérifier en fait année après année. C'est sûr que quand on n'a pas de données historiques, on part en quelque sorte d'une page blanche et donc il faut essayer voilà, de construire les premiers éléments qui vont nous permettre de consolider de la donnée et de construire une réflexion sur le site. Et déjà, est-ce qu'à travers Google Earth ou des applications de ce type, on ne peut pas déjà trouver des images un peu, enfin voilà, des années 80-90, territoires, et essayer d'en tirer quelques leçons? Ça existe effectivement, mais c'est parcellaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas les trouver partout et on ne va pas trouver de la même qualité partout. Souvent, voilà, sur des images satellites, ça peut être très pixelisé, ça peut être très compliqué. Là, je pense aussi, on peut avoir des documents cartographiques, des fois plus anciens, qui vont nous permettre là aussi d'avoir quelques indicateurs, mais c'est difficile de s'y fier entièrement. Il faut quand même avoir cette analyse critique. Ensuite, oui, voilà, c'est vrai que Google Earth, c'est une bonne piste déjà. Peut-être essayer d'avoir des données sur les années 2010. Voilà, 2005-2010, ça peut être déjà un bon début. Après, avant 2005, ça commence à être des données qui sont plus difficiles à collecter.
Merci beaucoup. Peut-être Après, il que y a ça aussi un élément, hein, pardon, des fois la presse, dans la presse, on peut voir des images, des illustrations qui peuvent nous aider à avoir une idée de comment c'était avant, ou tout bêtement des documents d'archives, artistiques, disons, ou des cartes postales, des choses comme ça. Mais ça demande beaucoup de travail, hein, pour fouiller ce genre de données-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour les sites touristiques, on peut parfois disposer de cartes postales ou de photos, voilà, chercher en fonction de repères sur le continent, on peut avoir cette évolution. Merci beaucoup. Je garde vos questions, Myriam et Soraya, pour tout à l'heure. On va repartir aux Seychelles en espérant, et merci encore Victor, en espérant que Sharon a pu trouver un peu plus de réseau pour revenir continuer de nous présenter l'exemple sur sa belle île qui ont été mises en œuvre par son association. Sharon, est-ce Alors que... oui, je suis là. Désolée, je vais couper mon caméra, ce sera plus facile. Parfait. En tout cas, on t'entend Merci. très bien. Merci. D'accord. Merci pour m'avoir donné la chance de faire cette partage depuis les Seychelles. Que j'ai été coupée, je vous ai présenté mon île de Pralin, paradis. Et pourtant, en 2009, près de 40% de l'île avait été touchée par les incendies de forêt, principalement dus à des activités humaines, la négligence, l'agriculture, etc. Les terrains brûlés restent nus, exposés à l'érosion et la dégradation. Ces facteurs contribuent à l'érosion des sols, à la diminution de la qualité de l'eau, destruction d'habitats, etc. Alors, sans intervention immédiate, ces menaces dégraderont davantage le bassin versant, les rendant moins résilients face aux impacts du changement climatique. C'est là qu'intervient Trace, une ONG fondée en 2009 et entièrement basée sur le bénévolat. Suivant. Alors, depuis 2022, nous avons commencé un projet visant 30 hectares de terrain sur l'île. Le prochain. Voilà, suivant. Vous m'entendez? Suivant. Oui, Sharon, je suis déjà passé à la suivante. Je ne sais pas, c'est Suivant. peut-être un peu long pour arriver chez toi, mais Voilà, c'est bon. c'est déjà Ce changé. projet représente une opportunité unique et de créer un modèle durable de gestion des bassins versants pouvant être reproduit dans d'autres régions des Seychelles. Ceci contribue aux objectifs des développements durables, bien sûr. Les résultats, nous constatons jusqu'à maintenant que le taux de survie des espèces plantées sont très élevés, entre 81 à 97%, mais attention, seulement un quart montre une croissance vigoureuse. Cela souligne la nécessité d'aller au-delà de la survie vers des écosystèmes florissants. Nous avons aussi constaté que certaines espèces comme le bambou et d'autres espèces natives stabilisent efficacement le sol et créent une structure d'habitat précoce. Nous faisons quand même face à des défis pratiques comme le vandalisme, la récolte des palmes et des mauvaises pratiques de plantation. Ceci dit, la restauration exige quand même un entretien constant, à dire toute une vie entière, pour assurer la viabilité à long terme des solutions fondées sur la nature. Pour ce projet, nous avons mis en place plusieurs outils et méthodologies innovants. Je termine ma présentation en déclarant qu'en 16 ans, Trace est devenue une réussite nationale pour les Seychelles. Chaque année, plus de 500 bénévoles nous rejoignent, soit au moins un résident de l'île par foyer sur les 16 dernières années. Nous avons tissé des liens solides avec les jeunes, les écoles, les églises et tout. Notre présence active sur les réseaux sociaux renforce l'engagement et nous bénéficions du soutien du gouvernement. Les bénéfices sont durables. La restauration du bassin versant renforce également la résilience des communautés, améliore la qualité de l'eau, protège la communauté contre les catastrophes induites par le climat. Ces essais offrent un modèle reproductif pour la restauration écologique aux Seychelles. Enfin, je dois aussi souligner que Trace est la seule ONG travaillant directement à la santé des forêts en cohérence avec le cadre national
Notre projet de restauration s'aligne sur les priorités nationales des Seychelles en matière de conservation et d'adaptation au climat, offrant des avantages à long terme pour la nature comme pour les communautés locales. Ceci dit, comme beaucoup des ONG, nous dépendons entièrement des projets pour continuer à entretenir, restaurer et rassembler la communauté. C'est une réalité que toutes les ONG partagent. Voilà, soutenir un projet comme le nôtre, c'est soutenir une île, un pays entier. Merci pour votre écoute. Je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup, Sharon. On t'a très bien capté, très bien entendu et merci pour ce retour d'expérience. Quelques petites questions par rapport à ce que tu disais. Euh, En fait, jusqu'à présent, la totalité des projets dont on a parlé, c'était vraiment au niveau de la côte, c'était vraiment sur les plages, sur les zones de mangroves. Euh, Est-ce que vous, suite aux incendies, vous avez constaté effectivement que le manque d'arbres, le manque de végétation sur le bassin versant avait un impact sur la qualité des fonds marins ou sur la qualité des sédiments qui arrivaient sur les plages? Euh, bon, si vous avez vu sur mon premier diapo, là, les Seychelles, c'est très vert, c'est très, très vert. Mais le vert, c'est pas vraiment les plantes natives ou endémiques, les plantes qui vont bénéficier la côte, mais ce sont les plantes envahissantes. Surtout sur l'île de Pralin, ce sont des plantes envahissantes qui n'ont aucun bénéfice pour les côtes. Et l'érosion, c'est très précoce puisque la terre n'est pas fertile pour soutenir des plantes qui vont nous donner des bénéfices pour les côtes. Alors, même si le climat favorise la propagation rapide de feu avec toutes les plantes envahissantes, et comme la population est petite, mais très liée à la terre, les activités agricoles et parfois la négligence humaine augmente ce risque qui a l'érosion jusqu'à la côte. Et la côte, il ne bénéficie pas de la forêt et la montagne verte. Merci beaucoup. On comprend bien cette notion, enfin ce concept de reach to reef, c'est-à-dire effectivement la nécessité de gérer les bassins versants par rapport à l'impact que ça a jusqu'à la côte. Euh, deux questions qui nous viennent là, c'est comment vous avez fait pour pouvoir intervenir sur ces pentes? Est-ce que ce sont des pentes enfin des terrains qui sont privés, publics? Est-ce que vous avez dû avoir des autorisations? Est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'association, faire ce que vous voulez, où vous voulez, ou comment c'est encadré? Nous avons créé un fort sentiment d'appartenance. Ces terrains sont souvent les terrains d'État et soit des terrains privés. Et nous travaillons avec le gouvernement et les propriétaires pour nous donner l'autorisation de travailler sur le terrain pour 5 ans, 10 ans, dépendant des fonds que nous avons. Et bien sûr, les habitants voient directement les bénéfices pour leur terre et leur famille dans 5 ans, dans 20 ans. Les agriculteurs, par exemple, ils bénéficient des Alors, sables et fertiles sur les côtes parce que nous travaillons dans les montagnes, tandis que les Sharon, tu es à nouveau coupé. À nouveau, il y a un bug et voilà, on ne t'entend plus. On va passer à la phase finale des questions un peu plus générales qui concernent tout le monde. Et dès que tu pourras te reconnecter, on en profitera pour poser d'autres questions voilà, qui sont venues à l'antenne. Euh, Patrice, Victor et Sharon, dès que tu pourras te reconnecter, quelques questions complémentaires pour aller un peu plus loin. Euh, Concernant effectivement, pour prolonger un peu la réponse que j'ai faite rapidement tout à l'heure sur cette, ce- cette antinomie, j'allais dire, entre parfois des solutions douces et parfois des solutions dures
plus à l'ancienne. Est-ce que vous, sur les terrains du conservatoire ou alentour sur les territoires, est-ce que parfois vous avez eu à faire un choix entre des solutions justement, à faire des digues, à faire des choses, parce qu'effectivement, vous n'aviez pas le choix? Je réponds, Fabrice. Oui, 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 c'était pour pardon. toi. Euh, oui, alors en fait, c'est ce qu'on essaye de démontrer, c'est que ce ne sont pas des choix antinomiques. Voilà, il n'y a pas l'un contre l'autre. Même si, voilà, on peut penser que dire ah bah c'est cette solution ou l'autre, c'est pas si binaire que ça. Euh, le Conservatoire du littoral, lui, intervient dans des espaces naturels où effectivement les enjeux humains sont quand même nettement moindres en termes, notamment quand il y a eu des fortes submersions ou des événements exceptionnels, en termes de population touchée ou d'infrastructures, tant de routes que de voies ferrées. Sur les espaces naturels, on peut commencer à faire réfléchir autrement parce qu'on n'a pas cette sensibilité extrême de vie humaine ou nettement moindre, donc de réfléchir autrement. Alors ça a un avantage énorme et donc enfin je dis c'est pas antinomique parce que on n'est surtout pas dans un modèle dans lequel on prônerait la suppression des digues partout. Il y a du périurbain, de l'urbain, pour lesquels il va se passer. D'ailleurs, il faudra imaginer d'autres solutions parce que certains quartiers seront touchés aussi et de recul des enjeux. Mais nous, c'est à travers les espaces naturels, on peut imaginer d'autres solutions et les mettre en avant et tout ce qu'elles peuvent apporter. Et l'avantage que ça a pu avoir, c'est que quand on développe maintenant en France sur certaines communes littorales et dans les îles tout particulièrement, en Charente-Maritime, sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, une stratégie locale de la bande côtière et de sa gestion, eh bien, pour la première fois, on commence à entendre aussi dans du périurbain urbain se dire, tiens, et si on imaginait un scénario de gestion souple? Et alors que c'était vraiment inimaginable il y a quelques années. C'était même pas, même le mot n'était pas employé. C'était une solution extrême à ne pas considérer. Voilà. Et maintenant, on commence à l'entendre. Donc non, c'est pas antinomique et ça peut parfaitement se combiner en fonction des enjeux derrière. Moi, je parle bien sur les enjeux naturels qui peuvent exister. Merci. Est-ce que parfois on se doit, nous, de créer des digues ou de créer des protections pour protéger nos terrains qui sont des terrains naturels? Alors, non, non, on est plutôt dans de l'adaptation où l'on montre que des terres qui ont été poldérisées, il y avait un exemple que j'ai développé il n'y a pas très longtemps sur l'estuaire de la Gironde, des terres poldérisées, il y a eu une brèche. En 15 ans, le fait d'avoir dépoldérisé, on a gagné sur ces terres un peu plus d'un mètre de sédiments. C'est-à-dire qu'on a remonté la terre parce que c'était des terres qui étaient cultivées, drainées avec un très fort tassement, si bien que les terres étaient plus basses que le niveau de l'eau du fleuve derrière. Donc évidemment, la moindre submersion, ça faisait une grande bassine. Et ben, en remontant ces terres, mine de rien, et d'une maintenant, elles sont de nouveau cultivables, alors avec de l'élevage qu'on a pu mettre en place, mais aussi en termes de protection mécaniquement, le fait d'avoir rehaussé ces terres naturellement avec sédiments, eh ben, on a un effet mécanique de zone résiliente devant. Et puis évidemment, pour la vie faune, extrêmement important, de nourricerie, y compris aussi pour les poissons, etc. Pour les pièges carbone aussi, du CO2, ces zones humides extrêmement importantes à garder. Enfin bref, un grand nombre d'avantages pour cette biodiversité qui est en plein déclin aussi. Merci beaucoup. Victor, une question de Myriam qui concerne effectivement, elle a en tête le projet Red Kao qui va démarrer bientôt en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'il y a de votre côté, au niveau de SAVE,
des types d'indicateurs et des types de, justement, de suivi, d'analyse pour le diagnostic qui sont différenciés en fonction des types des côtes. Alors, je caricature entre côte sableuse, côte à mangrove et côte rocheuse. Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, des différents indicateurs, ne serait-ce qu'entre différentes côtes sableuses? Oui, 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 il y a différents indicateurs. C'est vrai que moi, je travaille énormément sur des côtes sableuses, mais même en fonction des côtes sableuses, on peut avoir différents indicateurs. Généralement, on va se baser voilà, sur des signes d'envol du sable, des accumulations de sable qui peuvent être faites, ou alors les signes d'impact de la mer sur le pied de dune, par exemple. Mais sur des côtes rocheuses, on peut se baser, par exemple, sur des traces d'éboulement, sur des niches d'arrachement. Donc, en fait, c'est de l'érosion qui peut se faire sur le sommet, en sommet de falaise, par exemple, avec des glissements de terrain qui peuvent se faire, etc. Et qui vont donner des signes de l'évolution et des rythmes d'évolution, surtout, qui peuvent être sur des côtes rocheuses, par exemple. Mais ça, on peut trouver en réalité des indicateurs sur tous les types de cotes. Je pensais là à des cotes avec beaucoup d'herbiers, par exemple, ou avec des marnages très importants, ou avec des mangroves. Je pense qu'il y a aussi des indicateurs qui peuvent être trouvés. Voilà. Merci beaucoup. On va tenter de se reconnecter avec Sharon, même si sa caméra n'est pas branchée. Sharon, merci. Est-ce que justement, c'est une question qui vient là aussi de Myriam, mais sur les bassins versants qui ont été restaurés ou qui sont en cours de restauration, est-ce que ça permet de remettre en place des activités génératrices de revenus pour les communautés? Est-ce que les acteurs du territoire peuvent à nouveau s'emparer de ces bassins versants pour y mettre des activités, notamment agricoles? Oui, je me permets à répondre. Oui, nous avons constaté, par exemple, avec ce nouveau projet en 2022, nous avons constaté que déjà la forêt a été améliorée. Alors, les communautés agriculteurs, par exemple, ils sont revenus sur les espaces où on a restauré. Et voilà, même de l'eau, la qualité de l'eau, il bénéficie la communauté parce que ça a augmenté malgré qu'en ce moment, on passe dans une période des sécheresses. Décidément, on a un vrai problème. Je suis désolé, Sharon, ça a à nouveau coupé. On va on va redonner la parole à Victor pour une autre question, puis en espérant que la connexion va se regonfler. J'ai l'impression qu'il est comme un ballon. Voilà, on a droit à quelques minutes de connexion avec Sharon jusqu'à ce que ça s'effondre. Là, on est en phase d'effondrement. On va laisser regonfler la connexion. Victor, une question de Lindy combien de temps ça peut prendre entre le moment du diagnostic et le développement d'un outil pour une solution? S'il y a une dégradation qui est très rapide, voilà, si ça va trop vite, s'il faut trouver une réponse rapide, est-ce qu'on a ce temps disponible pour analyser l'histoire, réfléchir? Je rajouterai la partie que Patrice a mise en avant et qui est essentielle de concertation, de discussion avec les populations quand on est dans l'urgence. Ouais, je comprends le sens de la question, mais c'est vrai que entre si on part de zéro jusqu'au déploiement opérationnel de la solution, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Euh, alors, je comprends bien si on est dans une solution d'urgence, je pense que j'ai presque envie de dire que ça rejoint un petit peu la question de Mohamed qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire si vraiment il y a une urgence, peut-être que la solution, c'est commencer par expérimenter un petit ouvrage sur la base d'indicateurs et d'observations qui ont pu être faites. Mais c'est sûr que cette phase de diagnostic, là, je parle vraiment, voilà, si on est dans une situation d'urgence avec une dégradation rapide, etc., où il faut agir tout de suite. Mais dans l'idéal, quand même, cette phase de diagnostic, elle doit prendre du temps parce il y a quand même des indicateurs à analyser, il y a enfin, ces indicateurs, ils doivent nous permettre de comprendre parfaitement comment fonctionne le site. Quels sont
ces dynamiques. Quelles sont les dynamiques principales qui influencent la mobilité du rivage? Est-ce qu'on est plutôt sur le vent, par exemple? Est-ce qu'on est plutôt sur la houle ou est-ce qu'on est plutôt sur des courants marins? Est-ce qu'on est plutôt sur peut-être un élément qui a créé une perturbation dans les dynamiques sédimentaires, etc. Donc ça peut prendre du temps quand même et l'analyse, elle doit pas se faire euh, euh, à la légère, elle doit pas se prendre à la légère en fait. Ça doit quand même être un Et élément il qui peut y permet avoir des d'avoir des solutions données solides. qui ont l'air bonnes, mais on les fait vite et qui peuvent être contre-productives. C'est-à-dire que dans l'urgence, on met en place une solution qui nous paraît juste, mais au final, ça sera pire que si on n'avait rien fait. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, 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 c'est tout à fait possible et c'est malheureusement peut-être ce dont on est capable de témoigner aussi quelquefois en France avec des aménagements qui ont pu créer voilà, des perturbations et peut-être régler une solution locale, mais créer des nœuds sur les zones adjacentes. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose d'assez classique qui arrive régulièrement. Oui. Oui, je crois même qu'il y a eu une analyse qui a été faite sur ta zone, là, au niveau du Languedoc, où il y a eu énormément d'infrastructures qui ont été mises en place, des épis, des digues, etc., et sur plusieurs dizaines d'années. Et je crois, mais tu me corrigeras, que en tout cas, plus de 50% de ces ouvrages étaient au mieux inutiles, au pire contre-productifs. Je crois même que le chiffre, c'était 57%. Mais voilà, je ne sais pas si tu as cette étude. J'ai pas cette étude, par contre, je me souviens qu'on avait abordé dans une des présentations, je me souviens plus, c'était la première ou le deuxième épisode qu'on avait, d'un exemple dans les Pyrénées-Orientales, avec une embouchure fluviale qui avait été aménagée. C'était pas un aménagement extrêmement important, c'était une petite embouchure fluviale, et pourtant à terme, ça avait créé une perturbation énorme et un recul du trait de côte de plus de 150 mètres en fait en une dizaine d'années. Euh, d'un côté et l'autre de la dérive littorale. Donc, c'est des choses dont on est témoin régulièrement, oui. Et justement, ce dont on soulignait lors de cet épisode, c'était aussi l'action qui était d'essayer de remplacer ce genre de dispositif après analyse approfondie et de compréhension des phénomènes par des solutions douces. Merci beaucoup. On va espérer que la connexion aux Seychelles s'est regonflée et que Sharon pourra répondre à cette dernière question. On va faire une dernière tentative, Sharon. Une question de Mohamed sur comment est-ce que vous avez géré les conflits d'usage et les problématiques de vandalisme, puisque tu soulignais que c'était un sujet majeur pour vous. Comment, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour gérer ça? Alors, réponse courte, nous avons travaillé avec la communauté, la sensibilisation, bien sûr, c'est clé. Quand les gens vous voyez travailler sur un terrain, il faut leur expliquer c'est quoi, leur éduquer, et voilà. Et bien sûr, nous travaillons aussi avec les autorités. Quand il y a le vandalisme, il faut le rapporter parce que surtout avec les palmes, c'est sur les plantes protégées. Parfait, on t'a entendu jusqu'au bout, merci beaucoup. Une dernière petite question pour Patrice, puis après on passera à la conclusion, puis au retour d'expérience sur ces trois épisodes. Patrice, qu'est-ce que ça a changé, toi, le projet que tu as mené sur ce site dans le cadre de Adapto, est-ce que ça a changé des choses dans ton approche désormais des projets sur d'autres sites? Est-ce que justement les enjeux de concertation, les techniques d'approche des prospectives par le paysage, les analyses économiques, est-ce que c'est quelque chose qui sont maintenant un peu plus normalisés? Est-ce que c'est des outils sur lesquels tu t'appuies plus dans tes dynamiques de territoire? Oui, complètement. Ça a plus que réaffirmé cette nécessité dans la concertation, même si déjà à l'origine, on était beaucoup sur les terrains du conservatoire. Mais euh, par exemple, ça a pu avoir des résultats directement sur l'influence que ça peut avoir. Euh, le Conservatoire du littoral est propriétaire de terrain et il met en place une gestion, un plan de gestion. Parfois, ça passe par un schéma d'intention paysagère où on définit les grandes intentions pour le territoire, tant sur l'accueil du public, évidemment de la protection de la biodiversité, des paysages, des milieux. Et maintenant, c'est devenu assez commun que l'on fasse des
plans de gestion, des schémas d'intention paysagère avec une temporalité à 2050, à 2060, pour lesquels on va intégrer certains aménagements, certains dispositifs avec des plans B. Alors c'est souvent, évidemment, ce sont des installations qui sont réversibles, d'où mais ça peut être des pistes cyclables, des sentiers littoraux, et on intègre comme ça dans les plans de gestion, oui, il va falloir que tel type d'espèce puisse reculer, etc. Donc l'infrastructure, par exemple, pour aller découvrir un site, même en déplacement doux, eh ben, peut-être qu'on va le faire dans un premier temps là, mais déjà, on sait que les parcelles à venir qui seront importantes à faire de l'acquisition, parce qu'il va falloir reculer, et ben, l'observatoire, il ne sera pas là, mais plutôt derrière le sentier repassera. Donc, on l'intègre pleinement déjà, ce changement et ces solutions douces, j'allais dire, de gestion souple du trait de côte dans nos documents de gestion. Voilà. Par exemple, j'allais dire, des effets directs pour lesquels on a intégré ce type de méthodologie. Évidemment, c'est du temps, il faudrait du temps très long, hein, c'est 3-4 ans d'études. La côte atlantique va être de plus en plus touchée, tant sur l'érosion que la submersion, et il faudrait pouvoir faire ce type d'études sur l'ensemble du linéaire. Mais oui, il va falloir se donner le temps et les moyens pour le faire et définir une stratégie d'intervention en fonction de ça. Et là, par contre, ça demande des moyens lourds à mettre en œuvre sur tout le linéaire. Et au final, est-ce que c'est plus cher de réfléchir? Ah non, moi, clairement, comme d'habitude, hein, c'est des investissements. On a l'impression que ça coûte cher de faire une étude, mais c'est rien par rapport à dépenser des millions et des millions. Le plan digue de Charente-Maritime, uniquement sur la Charente-Maritime, c'est plus de 300 millions d'euros juste pour rehausser les digues, etc. Donc, sur quelques années. Donc, ça se réfléchit largement à faire des études qui, à moyen long terme, auront des solutions nettement plus économiques et bénéfiques pour l'écosystème en général. Merci. On va s'arrêter sur ces bonnes paroles d'économie et de gestion en bon père de famille, comme on dit dans les expressions juridiques. Je remercie Sharon. Désolé pour ces problèmes de connexion, Patrice et Victor. Nous, on va passer à la conclusion de ces trois, de ces trois épisodes et on va faire une petite synthèse qu'on a tirée et que je remercie Chloé et Céline pour avoir travaillé là-dessus qu'on a tiré des trois épisodes et des différentes retours d'expérience. Euh, une des premières leçons qu'on tire, c'est que quand on réfléchit sur ces problématiques de solutions douces, quand on réfléchit sur l'avenir du littoral, il faut désormais réfléchir sur un paysage plus large. On l'a vu encore aujourd'hui avec la présentation de Patrice. Et on ne travaille plus sur cette notion de trait de côte. Voilà, on travaille sur au minimum une bande côtière, un territoire côtier, et si possible sur les territoires encore plus en zone insulaire, on travaille jusqu'au bassin versant parce que c'est essentiel. Et surtout, on s'inscrit là aussi sur le long terme, sur le temps long. On ne doit plus dire on va faire une digue, ça va protéger pendant 5, 10, 15 ans. Il faut réfléchir sur une évolution potentielle, parfois jusqu'à de la relocalisation d'infrastructures. Euh, L'essentiel pour mener un projet, c'est d'avoir un bon diagnostic, savoir travailler sur le territoire, identifier les bonnes options, tout aborder. Là aussi, Patrice l'a dit, c'est pas blanc ou noir, c'est pas solution douce versus solution dure. Parfois, il y a des mix à avoir. Il faut vraiment avoir une bonne analyse coût-bénéfice des différentes options avec qui inclut les enjeux techniques, les enjeux financiers, les enjeux humains, mais les enjeux aussi politiques au bon sens du terme. C'est-à-dire que la politique, c'est de la prospective, c'est de la prévision, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire à l'avenir, comment on veut le faire vivre. La nécessaire gouvernance, la nécessaire concertation, favoriser l'acceptabilité des communautés locales jusqu'à expliquer les différentes options techniques, mais parfois apprendre à renoncer. Parfois, l'acceptabilité la plus ultime, c'est de dire ça va pas être possible de préserver telle zone, tel territoire, tel enjeu. On va perdre
de toute façon, parce qu'on n'aura pas des millions ou des centaines de millions à mettre pour protéger ce territoire. Ça va être perdu, donc il va falloir l'accepter. À l'inverse, il va falloir aussi tout faire pour éviter d'aller jusque-là. Mais il y a une vraie concertation, une vraie réflexion pour aller dans cette logique d'acceptabilité sociale. Alors là aussi, il faut se baser sur des études, des réflexions et des très bons diagnostics de manière à mieux documenter, parfaitement justifier tous les choix et les solutions qui vont être employés. On s'est rendu compte aussi que c'est la limite parfois de certains projets où on a justement 2, 3, 5 ans et un montant financier pour faire quelque chose. Donc on met longtemps à faire des études, un tout petit peu pour demander les autorisations et encore moins pour mettre les réalisations. Et après, on n'a pas toujours l'argent sur le fonctionnement à long terme. Et ça, c'est malheureux et ça ne doit pas être le cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, quand il y a un projet, c'est un plan, on en parlait de temps long, faut dire que ça va être long au-delà du projet. C'est-à-dire que le projet n'est qu'une étape pour passer un seuil. Ça nous permet c'est un coût incrémental. On le fait et après, la collectivité, la communauté, les acteurs du territoire doivent s'impliquer et financer l'entretien et le suivi des ouvrages sur le temps long. La communication essentielle, la capitalisation, le retour d'expérience, c'est important. Et cette communication sur les bons exemples, mais aussi sur les mauvais, ça sert là aussi à la communauté internationale de savoir pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, quels sont les retours. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a d'autres sur lesquelles on a fait des essais et on se rend compte que ça ne marche pas. Il faut les documenter et les échanger. Alors, là aussi, orienter les financements vers des solutions qui permettent des régénérations naturelles. Nous, on prône les solutions douces, mais comme l'a dit Patrice, au devant d'espaces naturels, c'est quand même plus facile. Le risque et les coûts sont pas les mêmes. C'est-à-dire que s'il faut défendre une ville, un aéroport, etc., bah, parfois, malheureusement, on n'a pas le choix et il faut passer à des solutions plus rigides, moins basées sur de la régénération naturelle. Et donc, si c'est possible techniquement, essayer autant que de possible de passer par des solutions douces. Et parfois, ce qu'il faut bien se dire aussi, qu'une solution techniquement rigide, une solution dure, une solution grise, c'est rarement une solution très durable. C'est pour laisser le temps de trouver une solution, laisser le temps de peut-être délocaliser, peut-être imaginer un recul de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment des réflexions qui doivent être menées collectivement sur un territoire dans une perspective de très long terme, avec effectivement un engagement à de l'entretien et des suivis sur du très long terme. Merci encore. Merci à Bellarmin pour l'interprétariat de ces 3 webinaires que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube, sur les différents réseaux des partenaires du projet RECOS, de ICO et du Conservatoire du Littoral. On est très heureux d'avoir eu une belle participation et d'avoir réussi à répondre à l'essentiel de vos questions lors de ces quelques heures que nous avons passées ensemble pour trouver des solutions douces face au problème d'érosion et du recul du trait de côte. Merci à toute l'équipe qui a organisé et soutenu cela et merci à tous les intervenants. Voilà, merci encore aujourd'hui à Sharon, Patrice et à Victor. À très bientôt. Un nouveau cycle est en préparation. On vous tient au courant, on va vous informer des prochains sujets qui vont être abordés lors de nos cycles de webinaires avec ICO, le Conservatoire du Littoral. Merci à toutes et à tous. Au revoir.